L'année 2022 a été riche en activités pour la Fédération des chasseurs des Pyrénées-Atlantiques, qui a déménagé à Castétis-Biron après des années d'attente et qui a également connu d'importants mouvements de personnel. Ça y est, les chasseurs sont enfin chez eux, à la Saligue aux Oiseaux de Castétis-Biron, près d'Orthez. Le chemin fut long et sinueux afin de parvenir à installer le nouveau siège fédéral dans cette vieille ferme béarnaise de 1832, restaurée et agrandie afin de pouvoir loger l'ensemble des services fédéraux. Une extension sur pilotis, conforme aux documents d'urbanisme, qui a été réalisée par le cabinet d'architectes Coudenot afin de tenir compte du caractère inondable du site. La fédération accueille désormais ici ses adhérents, mais aussi les scolaires et le public au cœur d'un site Natura 2000 également classé espace naturel sensible par le département des Pyrénées-Atlantiques. C'est un vrai motif de fierté pour nous les chasseurs. Le déménagement a eu lieu vendredi 3 juin 2022 et les adhérents ont été accueillis en suivant dans les nouveaux locaux, si bien qu'il n'y a pas eu d'interruption de service. Samedi 10 septembre, c'est jour de fête, l'inauguration officielle du nouveau siège fédéral en présence de très nombreux élus et représentants de l'État, mais aussi de parlementaires, de conseillers régionaux, de conseillers départementaux, de maires et de présidents de communautés de communes. Sans oublier M. Saint-Josse, ancien président de la fédération qui était parmi nous. Tous ont souligné la qualité de cette réalisation et adressé des messages forts de soutien au monde de la chasse, dans une période, vous en conviendrez, médiatico-politique particulièrement délétère envers notre activité. Lors des dernières élections fédérales, 8 nouveaux élus, dont une femme, ont fait leur entrée au conseil d'administration fédéral. Ils sont désormais le relais des présidents et des chasseurs dans les unités de gestion 1, 2, 3, 7, 8, 9, 11, 12 et 14. Fin août 2022, Richard Betta, le doyen des techniciens, faisait valoir justement ses droits à la retraite. Il était entré à la fédération en 1983, après un passage par la fédération de la Gironde. Belle retraite à lui. Au 31 décembre, c'est au tour de Michèle Auger, la directrice, de tirer sa révérence, après 15 années passées à la tête de la fédération. Un parcours atypique pour cette juriste de formation, après l'essentiel d'une carrière passée dans le monde agricole, mais qui, de l'avis de tous, a su montrer ses compétences et a su mettre en valeur son engagement au service des intérêts des chasseurs. C'est David Elmas, à gauche sur la photo, jusqu'alors animateur nature, qui a pris le poste de technicien de Richard Betta. David a lui-même été remplacé par Luc Tillard au centre de la photo, qui était en poste jusqu'alors à la réserve naturelle d'Olon, dans les Hautes-Pyrénées. Luc accueille désormais les scolaires du département au marais de la Saligue. Christian Pébosque, à droite sur la photo, jusqu'alors directeur adjoint, a quant à lui remplacé Michèle Auger le 1er janvier 2023. C'est Marina Merger-Barbe, ici à ses côtés, qui a pris le poste de chargée de projet développement. Docteur en éco-éthologie, Marina a auparavant collaboré avec la fédération dans l'étude des déplacements des sangliers en vallée d'Aspe, sur laquelle d'ailleurs nous reviendrons tout à l'heure. C'est donc une fédération fortement remaniée dans ses dirigeants, dans ses ressources humaines, mais également dans ses structures, qui abordent les nombreux défis qui l'attendent en 2023. 2022 a vu la fin du programme de suivi des déplacements des sangliers par GPS en Haute-Vallée d'Aspe. Un programme entamé fin 2020. 74 captures de sangliers ont eu lieu au total au moyen de cages-pièges pour 55 animaux différents, dont 38 ont été équipés de colliers GPS sous anesthésie. L'analyse des premières données de ces GPS livre des résultats riches d'enseignements. Le mythe du sanglier de montagne qui descendait en plaine pour échapper à la rigueur de l'hiver a fait long feu. Hormis quelques rares individus qui se sont déplacés au sein même de la vallée d'Aspe, la grande majorité des animaux vit en réalité toute l'année sur des territoires relativement restreints, que ce soit dans le parc national ou en dehors. La ressource alimentaire disponible, sans être sans surprise le premier facteur qui guide leurs allées et venues.
Il apparaît ainsi que les sangliers se déplacent peu s'ils ne sont pas dérangés, notamment dans le parc. Mais c'est aussi le cas en zone chassée où certains individus équipés de colliers semblent se jouer des chasseurs tout au long de l'hiver, y compris dans des zones pourtant chassées en battu. Cette analyse mérite encore d'être affinée, mais elle confirme que la pression de régulation sur cet incroyable animal doit s'exercer de manière régulière et surtout uniforme sur l'ensemble des secteurs où il se trouve, quel que soit leur statut. En 2022, nous avons également défendu, avec la Chambre d'agriculture, la proposition de classement triennal de la liste des ESOD, les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Elle concerne certaines espèces mammifères, telles que le renard, la fouine ou la martre, mais aussi des oiseaux, la corneille noire, la pie bavarde et l'étourneau sansonnet. À elles seules, ces espèces totalisent plus de 1,4 million de dégâts déclarés sur la période de référence 2018 à 2022. Une hausse spectaculaire de 33% par rapport à la période précédente. Dans le même temps, le nombre de chasseurs-piégeurs a lui baissé de 14%. Et il est difficile de ne pas faire le lien entre ces deux chiffres. Rappelons que les interventions sur les ESOD, que ce soit par les lieutenants de louveterie, les gardes particuliers ou bien les piégeurs, ont pour seul objectif d'apporter des réponses à des personnes victimes de dégâts qui ne seront pas remboursés, qu'il s'agisse d'agriculteurs ou de particuliers. Compte tenu de la robustesse des données collectées, la reconduction à l'identique du classement a été demandée pour 3 ans à Monsieur le Préfet qui l'a validée et transmise au ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. La réponse est attendue dans quelques semaines pour une entrée en vigueur au 1er juillet. En attendant, la Fédération continue de former chaque année une centaine de nouveaux piégeurs, agréés avec l'Association des piégeurs des Pays de l'Adour et les classes de BTS agricoles du département. Leurs données de piégeage permettent ensuite de mieux cerner l'évolution des espèces, dont certaines sont protégées, comme cette jeunette capturée lors d'une formation ou comme d'autres classées exotiques et envahissantes, telles que ce raton laveur, le 3e capturé à Bayonne en quelques mois. « 347 candidats se sont présentés l'an dernier à l'examen du permis de chasse, après avoir reçu la formation obligatoire dans notre centre départemental. 298 ont été reçus, soit 80% de taux de réussite, ce qui souligne la qualité de notre formation cette année encore. 10% sont des candidates, ce qui est encore loin de la parité. Et souvenons-nous, elle n'était que 2% il y a quelques années seulement. La progression est donc intéressante. Parmi les motivations des candidats figure toujours le besoin de reconnexion à la nature, mais également l'intérêt de se nourrir du gibier que l'on a soi-même chassé, car c'est un produit sain, rappelons-le, et naturel, dont on est sûr de l'origine et bien sûr de la qualité. Dès 2020, nous avons démarré les sessions de formation décennale à la sécurité, obligatoires depuis la loi chasse de juillet 2019. Les chasseurs ont la possibilité de se former en distanciel, à partir d'une connexion Internet. Ils disposent pour ce faire d'identifiants personnels et doivent alors suivre 4 modules différents qui ensuite seront validés l'un après l'autre afin de pouvoir aller au terme de la formation. La fédération forme également les chasseurs qui le souhaitent en présentiel et ces formations connaissent, il faut le dire, un vif succès. À ce jour, 2953 chasseurs ont assisté à ces sessions dans tout le département, tandis que plus de 700 ont suivi la formation par Internet. Avec près de 3700 chasseurs formés en 2 ans et demi, nous sommes largement dans les objectifs que nous nous sommes fixés et nous allons conserver ce rythme de formation. Au-delà des règles générales de sécurité à la chasse, l'organisation de battues au grand gibier requiert un savoir-faire particulier et une grande responsabilité pour les chefs de battues. Là encore, la fédération organise depuis 2017 des formations spécifiques pour les organisateurs de battues. Nous nous sommes fixés pour objectif de former tous les responsables de battues d'ici le terme de notre schéma départemental en 2026. Avec 1421 chasseurs formés à ce jour, nous atteindrons cet objectif probablement plus tôt que prévu. Et c'est tant mieux. La sécurité des chasseurs et des non-chasseurs est et restera, quoi qu'il en coûte,
la priorité numéro 1 de notre fédération. Le SIA, pour Système d'information sur les armes, impose à tous les détenteurs une nouvelle déclaration de leurs armes à feu. Chasseurs, mais également tireurs sportifs ou encore collectionneurs, tout le monde est concerné par cette refonte du système d'enregistrement dont la première phase remonte à 1995. Les chasseurs ont désormais jusqu'au 31 décembre 2023 pour créer leur compte SIA. Toutes les armes de chasse doivent être déclarées ou redéclarées selon le cas, à l'exception des armes lisses à un coup par canon, acquises ou bien héritées avant le 1er décembre 2011. Les chasseurs peuvent eux-mêmes créer leur compte et déclarer leurs armes sur le site internet dédié, ou bien se faire accompagner par un armurier par exemple. La fédération accueille dans ses locaux sur rendez-vous gratuitement les chasseurs en difficulté pour les accompagner dans ces démarches, afin de créer leur compte SIA, puis de déclarer leurs armes s'ils le souhaitent. Le virus de l'influenza aviaire a été détecté très tôt en 2022 sur la côte basque, où plusieurs oiseaux marins ont été trouvés morts, porteurs du virus dans le courant de l'été, laissant à craindre le pire pour l'hiver suivant. Au final, seuls 2 cas de grippe en élevage dans les Landes et le Gers ont impacté de façon marginale notre département, contrairement aux années précédentes. Le plan Adour, voulu, mis en place par la profession agricole avec un dépeuplement des élevages au cœur de l'hiver afin de limiter la circulation du virus, semble avoir porté ses fruits. Ce plan pourrait être reconduit en 2023 dans l'attente d'un possible vaccin. Toujours sur le plan sanitaire, le 18 janvier 2023, un arrêté portant déclaration d'infection a été pris suite à la découverte cette fois d'un foyer de maladie de Newcastle. Et ce, dans un élevage de pigeons de chair à Guiche. 7 communes ont malheureusement été impactées par une suspension de la chasse des colombidés jusqu'à la fin de la saison. Enfin, la tuberculose bovine continue de circuler dans la faune sauvage. Les chasseurs et les piégeurs du département ont permis la détection de 22 sangliers et 13 blaireaux positifs à cette maladie en 2022. Une fois de plus, c'est bien sur notre réseau de bénévoles que s'appuient les services de l'État afin de tenter d'endiguer ce fléau sanitaire qui touche durement l'élevage départemental. Il faut ici saluer cet engagement et souhaiter qu'il perdure tant que le niveau d'infection ne diminuera pas de façon importante. Le loup est un autre dossier très sensible depuis l'apparition d'un individu entre Osso et Ouzoum en 2018. Cette année, nous avons été informés d'au moins 2 nouvelles apparitions dans le département, comme ici, à Parbeis, près de Monin, ou encore à Lantabat, avec un individu qui a causé des attaques sur des troupeaux. Si les éleveurs sont les principales victimes du prédateur, les chasseurs sont souvent en première ligne pour sa détection. Et en raison de l'impact du loup sur les populations d'ongulés, il est essentiel que l'information soit partagée de manière transparente entre l'État et les acteurs concernés par la gestion de la faune sauvage. Le 17 septembre dernier, sur injonction du Conseil d'État, un arrêté ministériel instaurait un moratoire sur la chasse au grand tétras pour une durée de 5 ans. Sans mésestimer les menaces qui pèsent sur cette espèce, et notamment en matière de dérangement et de fragmentation de son habitat, cette décision radicale passe mal dans les Hautes-Vallées béarnaises où la gestion du grand tétras a toujours été extrêmement responsable et reconnue comme telle par les pouvoirs publics. Malgré ce désaveu, à l'automne dernier, nous avons continué à œuvrer en faveur de ce magnifique oiseau, au travers de chantiers exemplaires, notamment menés par des élèves de BTS agricole comme ici, à Estot, sur l'estive de Luchary, où des pare-feux ont été réalisés par des jeunes motivés. Ou encore par de nouveaux travaux de réouverture de milieux réalisés à Borse, entre les cols de la Nabe et de Baranque. Des travaux dont bénéficient ensuite les troupeaux qui transhument sur ces estives et qui contribuent à leur tour au maintien de ces milieux ouverts favorables au tétras. Dans la foulée, le 4 octobre, c'est au tour du tribunal administratif de Pau de suspendre la chasse de la perdrix grise de montagne 3 jours avant sa fermeture. La juge,
estimant que l'arrêté préfectoral autorisant sa chasse n'offrait pas assez de garanties quant à l'encadrement et au contrôle des prélèvements. Des prélèvements pourtant minimes chaque année, au nombre de 39 seulement la saison précédente sur tout le massif. Le Conseil d'État, toujours, a suspendu par ordonnance le 21 octobre 2022 les arrêtés de chasse traditionnels aux pentes de l'Alouette des Champs. Cette décision interroge fortement, car un travail conséquent de consolidation de ces arrêtés avait été mené pendant plus d'1 an par les services juridiques de la FNC et le ministère de l'Écologie, afin qu'ils soient conformes au droit européen. Le soutien précieux de nos parlementaires, et notamment ici, Madame Florence Alasserre, députée, avait permis d'obtenir ce feu vert du ministère. Malgré cela, l'unique juge présent à l'audience en référé sur saisine des associations LPO et One Voice a choisi de suspendre ces arrêtés en attendant leur examen au fond d'ici quelques mois. Comme si cela ne suffisait pas, nous avons appris en février dernier que la Commission européenne a adressé un avis motivé complémentaire à l'État français le 26 janvier 2023. Et ce, afin de dénoncer, selon elle, les manquements de la France à la directive Oiseaux de novembre 2009, et ce qu'elle continue d'autoriser des modes de chasse dits traditionnels, ça veut dire au filet en ce qui nous concerne, pour certaines espèces d'oiseaux. L'alouette bien sûr, mais aussi la palombe sont désormais clairement cités. Les panthères des cols de montagne, de Sarre à l'Anne-Barretous, les pentes hollandaises et girondines, sont des territoires dans lesquels la pratique de cette chasse sans arme à feu existe depuis des siècles. Des pratiques ancestrales donc, qui sont bien plus que de simples modes de chasse. Ils constituent un patrimoine culturel unique au monde. Les arguments de la Commission pour les faire interdire pourraient laisser croire à un canular, mais ils sont bel et bien sérieux. Il n'y a pas lieu, selon la Commission, de continuer à autoriser ces chasses au filet dans la mesure où il est possible désormais de chasser ces oiseaux à tir. Ou mieux encore, de les élever pour les manger. Une position ahurissante, clairement dogmatique et partisane de la part des instances européennes qui interrogent fortement et qui nous a contraints là encore à produire avec les 5 fédérations concernées et la FNC un argumentaire étoffé afin de démontrer point par point les critiques de la Commission. Les panthères sont aussi accusées, entre autres, de capturer tous les oiseaux de taille inférieure aux palombes. Là encore, vidéo à l'appui, nous avons prouvé que les grives et autres passereaux franchissent sans difficulté les filets. Le ministère de la Transition écologique s'est engagé à défendre ce dossier avec sincérité auprès de la Commission. Mais nous n'avons, à ce jour, aucune garantie quant à son issue. Pour étayer nos arguments, nous avons officiellement invité la Commission à venir voir par elle-même nos modes de chasse, et ce, avec l'appui de Madame Laurence Farinck, députée européenne, membre de la Commission de la Culture et de l'Éducation. Sans surprise, la Commission a poliment rejeté l'invitation fin mars, ce qui n'augure rien de bon pour la suite. Ce combat sera mené avec détermination car il est conforme au traité fondateur de l'Union européenne, et notamment le traité de Lisbonne, qui rappelle l'importance du respect des richesses culturelles des pays membres. Fin janvier, nous apprenions qu'une proposition de loi souhaite interdire sans distinction l'usage des colliers de dressage et des colliers anti-aboiement. Les chiens de chasse sont bien sûr concernés et une telle disposition serait en bien des points contre-productive. De nouveau, il a fallu expliquer les choses avec pragmatisme à nos parlementaires qui se sont montrés réceptifs et lucides sur un sujet présenté là encore de manière partiale. Nous espérons que des amendements seront adoptés au Sénat afin d'exclure la chasse du champ d'application d'une mesure décidée sans véritable concertation. Mais nous n'en avons pas encore terminé avec les contraintes qui pèsent sur notre activité. Depuis le 15 février, les cartouches à grenaille de plomb sont désormais interdites dans un rayon de 100 mètres des zones humides. Il s'agit encore d'une directive européenne dont nous sommes dans l'attente de la traduction réglementaire française d'ici la prochaine saison de chasse. Se pose toutefois aujourd'hui
la question de la performance et du coût des munitions alternatives au plomb, mais également de leur compatibilité avec les armes les plus anciennes. Les débats récurrents sur l'interdiction de la chasse le dimanche sont une fois de plus réapparus. Et ce, à travers d'une nouvelle proposition de loi Europe Écologie Les Verts, arrivée le 6 avril devant l'Assemblée nationale. La longueur des débats sur les nombreux sujets à l'ordre du jour n'a toutefois pas permis son examen final ce jour-là. Mais il ne fait aucun doute que le sujet va revenir lors d'une prochaine niche parlementaire des députés verts. Merci là encore à nos députés pour leur soutien à faire échouer ce texte que nous qualifions de liberticide, dénoncé y compris par l'Alliance des sports et loisirs de nature. Enfin, un projet de loi sénatorial prévoit d'instaurer de nouvelles contraintes réglementaires sur la chasse, alors même que les accidents de chasse ont atteint cette saison un niveau historiquement bas. Des amendements devront là encore être adoptés pour rendre ce texte plus juste et plus conforme avec la situation réelle de l'accidentologie à la chasse qui ne cesse de baisser au fil des ans. Merci à tous les présidents, à tous les organisateurs de battues qui engagent toute la saison leurs responsabilités afin de garantir toujours plus de sécurité pour les chasseurs comme pour l'ensemble des usagers de la nature. Toujours au chapitre réglementaire, nous apprenions le 10 octobre 2022, lors d'un comité départemental sur les aires protégées, l'existence de 17 propositions de création de zonages sous statut de protection forte dans la forêt d'Irati, en Haute-Soule, aux Arbailles, au ravin des Lounatsé en Cise, dans les forêts d'Issox en vallée d'Aspe, ainsi que dans les forêts de Gabas, Sesque et Bitette en vallée d'Ossau. Ces projets, proposés sans la moindre concertation, n'ont pour le moment pas été retenus par l'administration. Mais ils nous interpellent évidemment en tant qu'usagers de ces espaces, tout comme ils ont interpellé les communes dont certaines ont découvert l'existence de ces propositions. Rappelons que la SNAP, pour la stratégie nationale sur les aires protégées, la SNAP, disais-je, ambitionne de placer 30% du territoire sous statut de protection, dont 10% sous protection forte. Lorsque l'on connaît la propension de certaines espèces, notamment le grand gibier, à cibler ces zones où il n'est pas dérangé, on mesure à quel point il nous faudra être vigilants désormais pour que des territoires entiers ne se retrouvent pas soustraits à la chasse, avec les conséquences qui en découlent. Malgré toutes ces contraintes, ces menaces de restriction de nos libertés, nous continuons de former et d'informer au mieux nos adhérents, mais également de mener avec eux des actions d'intérêt général qui font partie intégrante de notre quotidien. Beaucoup pensent en effet qu'une fois terminée la saison de chasse, nous passons à autre chose en attendant l'arrivée de la suivante. Mais c'est tout l'inverse en réalité, et vous le savez, le travail ne manque pas. Notamment lorsqu'il s'agit de préparer, avec les agriculteurs, la saison culturelle, que les sangliers attendent eux aussi avec impatience. Les dégâts sont une autre épée de Damoclès sur les fédérations de chasseurs. Fluctuant évidemment d'une année sur l'autre selon les paramètres qui sont parfois difficiles à anticiper, ils ont connu 2 pics en 2019 et en 2021. Chacun de ces pics ont coûté cher aux chasseurs. L'année 2022 a certes été plus calme, mais rien n'est acquis. Et le manque de ressources alimentaires, sous-bois, consécutif à la sécheresse connue cet été, risque de précipiter les sangliers vers les semis en cours. C'est pour cette raison que chaque printemps, nous encourageons les sociétés de chasse à pratiquer l'agrainage dissuasif dans les bois. Un agrainage qui est réglementé depuis 2006 par notre schéma départemental, pratiqué sous convention et qui permet de détourner les sangliers des semis de maïs en plaine et des prairies en montagne. Grâce aux coopératives Euralis et Lurberry, nous offrons cette année encore du maïs à 134 sociétés de chasse signataires qui, elles, s'engagent à le disperser dans les bois sur une durée et une quantité limitée dans le temps. Cette technique qui a fait ses preuves chez nous depuis longtemps figure désormais dans l'accord cadre qui a été signé le 1er mars dernier au Salon de l'agriculture
entre la profession agricole d'un côté et les chasseurs de l'autre. Un accord qui prévoit une réduction de 20 à 30% des surfaces sinistrées par les sangliers d'ici 3 ans, et ce, moyennant une boîte à outils mise à disposition des préfets pour atteindre ces résultats. Alors citons quelques outils, l'agrainage donc, mais aussi les tirs de nuit ou encore l'usage de la chevrotine, comme c'est déjà le cas chez nos voisins landais, avec des résultats clairement intéressants. Mais l'agrainage dissuasif ne suffit pas toujours et demande du temps, encore et toujours, pour des bénévoles pas toujours disponibles. C'est pourquoi la fédération propose également depuis des années aux agriculteurs un répulsif à base de piment fort en enrobage des semences de maïs. Un produit non rémanent dans le sol, aussi efficace contre les attaques des corvidés. En 2022, plus de 1600 hectares de maïs semés dans des zones sensibles aux dégâts ont été traités avec ce répulsif afin de repousser les attaques des sangliers. Il n'y a en réalité pas de solution miracle, bien sûr, mais un ensemble d'outils à disposition des chasseurs et des agriculteurs qui doivent s'unir, qui doivent travailler main dans la main afin de faire baisser la facture annuelle des dégâts. C'est notamment le cas à Pau, autour de la forêt domaniale de Bastard. Un poumon vert pour l'agglomération paloise, bien sûr, mais aussi un havre de paix pour les chevreuils et sangliers, qui trouvent là gîte et couvert toute l'année dans un bois de 300 hectares, propriété de l'État et géré par l'Office national des forêts. Chaque printemps, les sangliers sortent au bois pour s'attaquer aux parcelles de maïs semences qui l'entourent. Et la facture peut alors s'envoler. Notez, jusqu'à près de 60 000 € rien qu'en 2019. Faute de pouvoir y chasser et las de subir cette situation, agriculteurs et chasseurs locaux unissent leurs efforts pour clôturer chaque année la lisière du bois. Un travail colossal pour la pose de 8 km de fil de clôture, mais surtout pour leur contrôle quotidien, pour leur entretien durant de longues semaines. Et ce, dans une zone fréquentée par les promeneurs, où elle subit régulièrement des dégradations. Faute de mieux, ces bénévoles s'y astreignent pour éviter de nouveaux sinistres, tout en ayant conscience que cette charge supplémentaire de travail ne règle pas totalement le problème de la régulation des sangliers dans ce secteur, où ils se savent en sécurité, et ce, malgré quelques séances d'affût et de poussées silencieuses organisées durant l'hiver. Les chasseurs savent également répondre présent lorsqu'on a besoin d'eux, y compris loin des lieux où ils exercent leur passion. Nous avons été sollicités cet hiver pour intervenir en ville dans plusieurs quartiers de Bayonne, mais aussi de Biarritz, mais également dans les usines du bassin de Lac ou encore à la gare de Pau à la demande de la SNCF. Pourquoi ? Parce que des sangliers menaçaient la stabilité de la voie en fouillant le sol. 23 sangliers ont été piégés en quelques semaines, et ce, au moyen de cages et de parcs de reprise spécialement conçus par un ancien louvetier girondin. Les sangliers y sont appâtés avec du maïs et une surveillance discrète s'opère par piège photographique. Lorsque les images confirment la présence de plusieurs animaux dans le piège, ce dernier est alors tendu et la capture intervient en général rapidement. Merci aux chasseurs de Bayonne et aux louvetiers qui ont participé à ces captures et qui démontrent une fois de plus que lorsqu'on a besoin d'eux, les chasseurs répondent toujours présents pour rendre des services bénévoles à la collectivité. Mais l'histoire n'est pas finie, puisqu'une partie de ces sangliers a ensuite été traitée par la société Piragena à Arzac, adossée au consortium Jambon de Bayonne. D'autres sangliers, mais également des chevreuils, ont été gracieusement offerts par des associations de chasse du Béarn et du Pays Basque. Une fois dépecée, tranchée, mise sous vide, cette viande de gibier naturel, saine, locale, a été offerte aux banques alimentaires de Bayonne et de Pau. Les chasseurs ont du cœur, merci à tous ceux qui se sont impliqués dans cette opération. Ils ont permis à des familles nécessiteuses de goûter une viande de qualité qu'elles n'auraient jamais pu se permettre de mettre sur leur table.
Si le chasseur est un citoyen qui sait se montrer solidaire, il est également de plus en plus éco-responsable dans ses gestes du quotidien. De nombreux chasseurs ramènent leurs cartouches vides dans les sociétés de chasse tout au long de la saison, et ce, afin qu'elles soient recyclées plutôt que de finir à la poubelle et incinérées. La revalorisation du plastique et du métal qui constituent les cartouches est opérée par la société Suez. Elle permet de donner une seconde vie à ces déchets ultimes. Cette année encore, une douzaine de big bags ont été collectés. Merci à toutes les sociétés de chasse, à l'association des piégeurs qui assure cette collecte bénévolement. Comment ne pas terminer le bilan de cette riche activité annuelle sans mettre à l'honneur une fois encore l'action des chasseurs en faveur de la biodiversité ordinaire. Cette richesse naturelle tellement banale qu'on en oublie parfois à quel point il importe de la protéger au quotidien. Mieux que quiconque, les chasseurs en sont conscients et ils parcourent toute l'année ces territoires où se mêlent activité humaine et biodiversité. Grâce à l'éco-contribution négociée par la Fédération nationale des chasseurs en 2019, nous avons cette année encore financé des projets de plantation de haies bocagères. Mais nous avons également aménagé plusieurs mares, des milieux aussi riches que rares et fragiles, des milieux tellement importants pour la biodiversité, notamment en période de sécheresse. Deux très beaux projets ont ainsi été réalisés à Navay-en-Gosse, mais également à Augène-Cantor. Grâce aux chasseurs en 2022, ces projets de mares et de haies que nous entendons poursuivre à l'avenir ont un sens qui va bien au-delà des enjeux synergétiques. Ils inscrivent durablement dans le paysage l'action des chasseurs qui sont, plus que jamais, des éco-citoyens engagés en faveur de la nature. Merci à tous, chasseurs, agriculteurs, élus, professionnels, administrations, mais également bénévoles, qui permettent et qui soutiennent nos actions tout au long de l'année afin de moderniser la chasse et de montrer son vrai visage. Une chasse responsable, solidaire, engagée en faveur de la société comme de la nature. Une nature dont on mesure plus que jamais l'importance d'une gestion durable et équilibrée. Nous aurons besoin de mobiliser tous les moyens humains, tous les moyens réglementaires, tous les moyens financiers disponibles en 2023 afin de faire face aux nombreux défis qui nous attendent cette année encore. Des défis économiques, mais également sanitaires, sécuritaires ou environnementaux. En un mot, des défis sociétaux. La Fédération est plus que jamais déterminée à les relever, avec l'ensemble des partenaires qui lui font confiance au quotidien. Nous aurons besoin d'eux, mais eux, en échange, pourront compter sur nous. À très bientôt.